Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue YouTube. Là on est entre amis, ça fait déjà un petit quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes qu'on est en live et qu'on s'amuse bien. On a fait distribution de diamants, donc je donne des diamants. Donc si vous voulez venir recevoir un diamant, la prochaine fois venez sur Twitch, vous mettez le petit pouce sur Twitch, vous avez la notification et je distribue les diamants. C'est airdrop de diamants. Bon, on gagne rien en ayant des diamants, mais au moins on s'amuse bien et c'est quand même important. Donc salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du market parce que vous avez vu, c'est chaud de ouf. Et sur le market, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Ensuite, dans la vidéo, je vais vous parler des blockchains Layer 1. Et là, hier, je vous ai parlé de Vitalix qui disait, etc. Maintenant, on va parler je vais vous dire trois grosses, et c'est pas des petites, trois grosses blockchain Layer 1, dont deux blockchain Layer 1 et une Layer 2 qui sont down ou ralentis, c'est-à-dire avec un fonctionnement down, on va dire ça comme ça. Et puis je vais vous parler de quelques milliardaires. Donc c'est parti, je vous propose de passer sur mon PC. Si vous êtes nouveau sur YouTube, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je deviens quand même un bon YouTuber. Et on passe sur mon PC, c'est parti. Donc là, au niveau du market, vous avez vu tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si vous étiez sur votre PC tout à l'heure ou sur votre téléphone portable, mais en fait, on a une grosse mèche, un gros avalement baissier vers le bas. Et là, tout de suite, il y avait des commentaires. La peur est revenue d'un coup, sec. Et au final, si vous regardez à droite de mon écran, en fait, on voit que finalement, on est revenu au prix du jour. Donc, la première leçon à tirer de ça, c'est que surtout, ça ne sert à rien de paniquer, ça ne changera rien. Donc là, au final, quand il y a des mouvements comme ça, qui sont rapides, parce que là, c'était le cas, hein, c'est descendu quand même assez rapidement, et toujours dans un même sens, parce que ça descend mais ça ne remonte pas, en fait, la première chose qu'il faut regarder, c'est les liquidations. Vous allez sur un site, d'ailleurs, je vais le mettre en favori. Et vous pouvez faire la même chose, vous allez sur un site qui s'appelle CoinGlass, et sur CoinGlass, en fait, vous avez les liquidations en temps réel. Vous voyez là le mouvement, ça c'est l'argent qui s'envole et qui disparaît. Et en fait, si vous regardez, là il y a eu une grosse liquidation aujourd'hui. Enfin, grosse. Tout est relatif, hein, parce que ça fait plusieurs jours que tout le monde se fait liquider. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les liquidations vont continuer jusqu'à temps que les gens auront compris que ça sert à rien de mettre du levier à l'achat. Parce que là, ceux qui se font liquider, si vous regardez bien, depuis, depuis une semaine complète, c'est que les gens qui mettent des leviers à l'achat parce qu'on est sur un gros support. Et le support, tout le monde l'a identifié, donc ça c'est super. Le support, moi je vous l'ai mis aussi en gros, hein, depuis longtemps. Par contre, si on avale ce support au sud, là on peut sérieusement s'inquiéter. Et c'est pour ça qu'on est sur un niveau qui est clé, et c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est la majeure partie des traders s'accordent à dire ça. Moi, je suis pas un trader. Juste, je regarde les mouvements et je regarde ce qui se passe beaucoup autour et je prends en compte l'avis des traders. Mais je le rappelle que moi, je fais pas de trading. Et je m'en fiche du trading. Pour moi, le trading, ça a une part d'importance, mais ça pèse à peu près 15 à 20% dans une décision. Parce que dans le trading, il y a beaucoup de bullshit. Si je vous disais, si moi, je faisais du trading, je vous dirais, regardez, on a un support, donc soit ça monte, soit ça baisse. Et voilà. Et du coup, vous allez fermer l'écran et ça vous aura servi à rien ce que j'ai dit. Donc en fait, et comment tu le joues ce niveau clé, Damayero nous dit sur le chat. En fait, déjà, il faut regarder les gros niveaux qui ont eu de l'impact. Donc là, le dernier gros niveau, c'est facile, hein, vous regardez le graphique, le gros niveau qui a eu de l'impact, c'est celui-là. Et il l'a eu plusieurs fois, puisqu'en fait, quand on est monté, il y a eu un rejet. Alors, déjà, on est monté ici, il y a eu un rejet. On est remonté ici, il y a eu un rejet. Une fois qu'on a percé, ça, c'était une résistance, hein, vous voyez, avant. Donc, en fait, vu que c'était une résistance, après, c'est devenu un support. En fait, c'est des zones. Il faut savoir qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Et les gens se battent pour ça. Et pour faire. Et puis après, ils veulent faire peur au grand public, etc. Puis après, derrière, il y a un narratif, il y a une histoire qui se crée autour de tout ça, etc. Mais à la limite, ça, on s'en fiche. On voit juste que c'est une résistance. Et une fois qu'elle a été percée, derrière, c'est devenu un support. Et le support, il est devenu fort puisqu'il est passé une fois, premier bottom, double bottom, bim, derrière on repart. Et là, on reteste des zones, mais ça fait longtemps. Ça fait depuis mai 2021, donc ça fait
ça fait, allez, je dirais pas un an, mais ça fait au moins de mai à maintenant, ça fait 5 6 ouais, 6 7 mois, quoi. Ça fait 7 mois que c'est un support. Donc c'est comme ça qu'on peut le définir, et c'est toujours dans ces niveaux que c'est défini. Et d'ailleurs, on le voit là sur les indicateurs. Moi, je les paye, hein. Ces indicateurs-là, je les paye et je les paye cher. Et je suis aussi des personnes qui, eux, font du trading et qui sont meilleurs que moi. Donc ça sert à rien. Moi, je réinvente pas la roue, ça sert à rien. Si je sais que je suis pas le meilleur, je le sais, mais du coup, j'écoute les gens qui sont meilleurs que moi. Et du coup, j'ai payé des trucs, donc je sais que ça, c'est une zone qui est importante. Et on le voit sur les niveaux de peur crypto fiat grid que je vous ai montré déjà un peu avant. Et on le voit que c'est sur ces niveaux-là que tout le monde se fait liquider. Donc moi, c'est comme ça que je la vois, la zone. Et du coup, c'est un gros support. Mais ce que je veux vous dire, à la limite, ça, on s'en fiche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on travaille une zone. Ok, donc la zone, on peut aller en dessous, on peut aller au-dessus. Là, on voit que la zone, déjà, si on zoome comme des oufs, la zone, on l'a déjà travaillée une fois, deux fois, trois fois. Et on travaille dessus. Et à chaque fois qu'on descend, on repasse au-dessus. Et les bougies comme ça, là, qui vont vers le bas et qui remontent, si vous me suivez depuis un moment, moi, je les aime bien, ces bougies-là. Et c'est dans ces bougies-là que j'ai gagné le plus de monnaie dans la crypto. Mais après, comme je vous dis, c'est pas une science exacte. Pour l'instant, en haut à gauche, je vous ai mis un nuage d'une pluie. Donc là, moi, pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on est baissier et on l'est toujours. Quand j'aurai eu donc c'est ce que je vous ai dit hier encore, mais je me répète, hein, mais quand j'aurai eu les confirmations, seulement à ce moment-là, je vous mettrai un soleil, et quand j'aurai eu mes confirmations, là, je serai à peu près plus sûr de moi, etc. Mais pour l'instant, on est orienté vers le sud, ça c'est clair. Après, on teste une zone, et moi, comme je vous ai dit hier, je la prends par anticipation. Donc je commence à acheter, et de plus en plus sur cette zone-là, parce que j'y crois, et je me dis que de toute façon, quand je prends une position, s'il y a les moyens termes, et là les moyens termes, en fait je ne vais pas revendre comme ça. Et je garderai, et si ça baisse encore, et je rachèterai encore la baisse. Donc s'il y a une leçon à retenir, c'est avoir des stablecoins, USDC principalement, et USDT si vous placez des ordres, c'est très important. C'est très important, parce que si vous avez 0 stablecoin et que vous êtes ici, c'est au revoir le compte. Vous avez divisé par 3, par 4, par 5, et puis vous détestez la crypto c'est de la merde. Enfin, vous voyez le truc, et ça, il y en a plein, et on le voit, hein, il n'y a plus personne sur les réseaux sociaux, on le voit que... j'ai posté un tweet, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je mettrai le lien dans la description, tout à l'heure j'ai posté un tweet qui montre les visites sur les sites des exchanges, et en fait vous voyez que les visites elles sont en chute libre, il n'y a plus personne qui s'intéresse parce que les gens commencent à perdre de l'argent, malheureusement c'est comme ça, et c'est triste, et ça fait chier, mais bon... Du coup, là, on teste une zone, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on teste une zone de prix sur le BTC, mais c'est pas tout. Parce que si vous regardez la BTC dominance, on teste aussi une zone au niveau de la BTC dominance. Parce que quand on avait craqué la zone au sud, là, tout le monde vous a dit, là, ça y est, c'est la fin du monde, le BTC, c'est fini, on range le BTC, c'est de la grosse chiasse et ça sert plus à rien. Et c'est ce qui se disait sur les réseaux sociaux, là, je ne fais que répéter. Et du coup, moi j'en achète du BTC et je suis d'accord avec les personnes qui disent que le BTC, là c'est la BTC dominance, c'est pas les prix, c'est la force du BTC par rapport à tous les autres altcoins, ETH compris, tous les autres altcoins. Donc en fait là on voit le BTC qui reprend de la force, mais en fait le BTC, pareil, on regarde un peu en arrière, donc là c'est une zone pareille qui date du mois de mai. Donc c'est la même zone que ce que je vous ai montré avant, qui date depuis le mois de mai 2021. En fait, on travaille les mêmes scénarios. Et en fait, si vous voulez, le BTC, il oscille entre un gros support et une grosse résistance qui est là. Et là, il est dans un support. Donc, c'est difficile de vendre un support. Donc, c'est pour ça que j'achète quand même un petit peu de BTC, parce que de toute façon, c'est jamais perdu d'avoir du BTC, surtout si vous avez des wallets qui sont importants. Et ce que je vous disais, c'est que moi, je suis d'accord avec les personnes qui vous disent que la BTC dominance ira à la baisse. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la question, c'est quand. Quand elle ira au sud. Parce que moi, je suis assez d'accord pour dire que la BTC dominance, elle ira dans les 25, 26, 27. Ça, je suis d'accord. Donc là, on a tout ça à la baisse. Mais quand? La question, c'est quand. Et... je suis pas forcément... peut-être que ça sera tout de suite, c'est un scénario, et peut-être que ça sera plus tard. Donc peut-être qu'on peut faire un truc comme ça,
repartir au nord et peut-être même toucher là avant d'y aller. Et si c'est ça, dans ce cas-là, on risque de se faire peur sur les altcoins. Mais ça, pour l'instant, ça, j'ai aucun avis sur la question. Je ne sais pas si ça va monter ou si ça va baisser. Parce que pour l'instant, on est dans on est dans la même zone. On travaille la zone. Et tant que ça n'aura pas été breaké, franchement, ou d'un côté ou de l'autre, ben, pour l'instant, c'est un peu l'hésitation. Donc après, il y a tout un narratif de dire le market, il fonctionne en plusieurs phases et tout, comme on avait fait avant. Et c'était ce qui s'était passé d'ailleurs ici. Sauf que du coup, moi, j'avais fait un peu l'idiot à l'époque. Quand je faisais les vidéos, je vous avais mis le truc ici à 49,50. Mais en fait, la résistance, elle était un petit peu plus bas. Et j'avais fait l'erreur d'avoir réagi trop tard. En fait, mais peu importe, à la limite, c'est pas trop grave. Donc on travaille une zone de prix sur le BTC. On travaille une zone sur la BTC dominance. Et donc en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc à long terme, de toute façon, à long terme, franchement, on risque plus grand chose sur les cryptos de rentrer sur ces zones de prix. À long terme, j'entends. Après, évidemment, on peut descendre et tout. Mais si on commence à craquer la zone vers le bas, et là, ça pourrait faire peur à du monde. Et là, du coup, là, il faudrait vraiment se remettre en question. Parce que du coup, les zones derrière, ça peut aller beaucoup plus bas. Mais franchement, à l'état actuel des choses, franchement, c'est un peu tiré par les cheveux pour l'instant. Et ceci est un avis personnel. Je peux me planter. Voyez aussi toutes les personnes qui écrivent au bear market. Écoutez aussi les arguments qu'ils ont à vous donner. Ça sera peut-être très intéressant. Mais pour l'instant, moi, j'ai du mal à croire à ce scénario-là. Et puis, il y a eu aussi un truc qui a agité les prix des cryptos vers le sud. Sur quelle plateforme tu consultes la BTC dominance d'Amayero? Bah ça, c'est sur TradingView. Merci Bernick QC. C'est sur TradingView. Il vaut mieux que le BTC dominance remonte pour avoir une real season. Exactement, Romain Trécol, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que ça vaut le coup d'acheter du BTC, parce que si la BTC dominante remonte, la BTC dominance remonte, en fait, il faut acheter les deux et arbitrer. C'est-à-dire que comme ça, vous ne pouvez pas vous le planter. Et en fait, il faut. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'achète les deux, du BTC et des alcools. Comme ça, si la BTC dominance, ça remonte, derrière toutes les paires DOT BTC, ETH BTC, toutes les paires là qui se font démonter, Link BTC, KSM BTC et tout ce qu'il y a en BTC, bah après derrière, vous regardez plus les prix en dollars, mais vous les regardez en Bitcoin. Et une fois que le Bitcoin il est bien monté, et ben petit à petit, vous lâchez vos Bitcoins au profit des altcoins et vous avez 2, 3, 4 fois plus d'altcoins que ce que vous aviez au départ. Et quand la courbe s'inverse, là je peux vous dire que vous gagnez beaucoup de monnaie. Mais voilà, c'est jamais tout noir, tout blanc. Il faut faire ça avec parcimonie, petit à petit et tout. Donc en dollars, pour rentrer, c'est pas mal au niveau long terme. Après, faites gaffe, il faut toujours gérer son truc. Après, chacun fait comme il veut. Et on travaille aussi une zone sur la BTCD. Donc voilà, faut faire gaffe aussi. Donc prenez bien. En fait, faut que vous puissiez vous créer votre scénario et petit à petit vous appliquez votre plan. Mais du coup, moi, mon plan sera peut-être pas le même que les autres. Donc moi, je vous donne juste une réflexion ou une vision de comment moi je peux voir les choses. Puis après, vous faites aussi avec vos connaissances et avec aussi si vous écoutez d'autres personnes ou pas ou autres. Et là, après, vous faites en fonction de tout ça, quoi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a aussi des news qui tirent les prix vers le bas. C'est le président de la Réserve fédérale de Richmond qui s'appelle Thomas Berking. Il a déclaré qu'une hausse des taux était possible en mars. Alors, ça c'est au secours aux personnes qui agitent le drapeau et qui prennent le briquet et qui vous le mettent près de vos fesses, qui vous le mettent près de votre fesse. En fait, il prend un briquet, il ne dit pas qu'il va y avoir une hausse des taux, il dit il pourrait y avoir une hausse des taux. Donc là, pareil, ils agitent un peu c'est comme si vous avez une bouteille d'eau coca, vous prenez la bouteille d'eau coca, vous la secouez fort, et ben quand vous ouvrez le bouchon, le truc il explose. Bah, c'est un peu ce qu'il est en train de faire. Il agite un peu la foule en disant ça. Il a déclaré qu'une hausse des taux était possible. Donc ils n'ont pas acté une hausse des taux, il a juste dit que c'était possible. Ou alors, soit il prépare les gens à leur faire accepter cette hausse des taux, ou soit il agite un peu la peur parce qu'il a besoin d'agiter un peu le truc. Et en fait, quand il fait ça, quand il déclare qu'il y a une hausse des taux, qu'est-ce qui se passe si vous faites une hausse des taux? Ça veut dire que
tous les actifs sur les taux d'intérêt, sur les taux d'intérêt, les obligations, etc. Du coup, tout ça, ça va augmenter. Donc, les gros investisseurs qui ont beaucoup de monnaie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas se prendre la tête à prendre des risques pour gagner un rendement supérieur, puisque là, vu qu'ils vont augmenter les taux, on va leur proposer un rendement quasiment sans risque. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre leurs fonds dedans, et vu qu'ils vont mettre leurs fonds dedans, en fait, c'est au détriment des actifs qui sont à risque. Et les actifs qui sont à risque, c'est les actions en bourse, c'est les cryptos, par exemple, etc. Donc là, ça agite un peu le truc, et ça crée aussi une certaine une pression. En plus, c'est bien le mot utilisé, hein, ça agite une certaine pression, et du coup, le prix des actifs, on le voit là en haut, le Dow Jones en temps réel. J'ai pas été le regarder, mais si on va le regarder, le Dow Jones en temps réel, logiquement, il prend une claque. Voilà, c'est ça. Moins 1,50%. Et ça, en bourse, c'est beaucoup. Et du coup, c'est à cause de ça. C'est à cause de ces news-là. Et donc, on est aussi, nous, les crypto-investisseurs, impactés par ces news-là. Du El Famoso Crypto World Asset réel, Real Asset. Les actifs réels, du monde réel. Du Real World. Donc voilà. Mais parallèlement à ça, on a aussi des bonnes news. Parce que là, ils viennent de déclarer que la fortune du PDG de Binance. Donc le PDG de Binance, c'est lui là, c'est CZ. CZ, c'est Changpeng Zhao. Changpeng Zhao, il a une fortune de 96 milliards de dollars. Donc alors, on s'en fiche de combien il a ou quoi que ce soit. En fait, c'est très bien pour lui s'il a réussi sa vie, et je lui souhaite qu'il en gagne encore plus. Et je vous souhaite, et surtout à tous les abonnés, je vous souhaite que vous en gagnez beaucoup aussi, et que ce que je fais peut essayer de vous aider. Ça serait cool déjà, ce serait déjà un bon point. Et si vous êtes gagnant, je serais bien content pour vous. Mais du coup, lui, avec ses 96, on vient d'apprendre sa fortune, mais à la limite, on s'en fiche de combien il gagne. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est le montant comparé aux autres plus grosses richesses du monde. Aux autres plus grosses, aux autres plus gros hommes d'affaires du monde. Aux autres plus grosses personnes les plus riches du monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai le classement, j'ai le top 10 des personnes les plus riches du monde en 2021. Et je vous rappelle, Changpeng Zhao, donc le PDG de Binance, c'est 96 milliards de dollars. Hein. Et en fait, si vous regardez, le dixième, donc celui qui est en bas du tableau, le dixième, c'est Larry Ellison, et il est à 107. Alors, B, en anglais, c'est billion, donc c'est milliards. Lui, il pèse 107 milliards de dollars. Et Changpeng Zhao, donc CZ, 96. Donc en gros, c'est le 11e. J'ai lu que c'était le 11e homme le plus riche du monde. Et du coup, c'est bien parce qu'on va voir arriver un Chinois. Donc là, Cocorico, bleu, blanc, rouge. Hein. Merci Bernard Arnault, représente. Bon, il s'est pris une claque un peu, mais ça, c'est la vie. Hein. C'est la vie, mais du coup, pourquoi je vous montre ça? En fait, ça, je trouve ça bien qu'il y ait une personne, peu importe que ça soit CZ, que ça soit un Chinois, un Américain ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça bien que, du coup, on voit un homme qui va arriver dans le classement des hommes les plus riches du monde. Et cet homme-là, il vient du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Et ça, c'est bien. Parce que du coup, les gens ils vont se dire, finalement, mais s'il y a autant de milliards, peut-être qu'il y a réellement un intérêt pour l'industrie. Et l'industrie, donc ces personnes-là, toutes ces personnes-là, Bill Gates, Elon Musk, tout ça, et Jeff Bezos. D'ailleurs, je l'apprends, mais je ne savais pas qu'Elon Musk... Bon, en même temps, lui, c'est un sacré manipulateur, hein, Elon Musk. Mais bon. Et du coup, je ne savais pas que c'était l'homme le plus riche du monde. Je pensais que c'était toujours Jeff Bezos. Mais vous voyez, j'apprends des choses avec vous. Et du coup, c'est bien de voir que la crypto, des personnes influentes dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, ils arrivent dans le top des hommes les plus riches du monde. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour l'industrie, c'est bien pour nous, ça fait parler de crypto. Et si, et vous allez voir la news que je vais annoncer juste après, et si ces hommes-là, ils commencent, donc on a Elon Musk qui le fait, et grâce à lui, vous souvenez-vous, au mois de mai, ou plutôt même avant, non, c'était même au mois de février de l'année dernière, souvenez-vous, au mois de février de l'année dernière, il nous avait fait propulser le Bitcoin. Si on pouvait en avoir d'autres qui font propulser, et si possible, qui font propulser les coins sur lesquels vous êtes, et sur lesquels je suis, là on sera bien content. Et tout ça c'est positif pour l'industrie parce que c'est une publicité. C'est une publicité pour la crypto et c'est une publicité pour l'industrie.
au même titre que Bernard Arnault, France, bah, c'est une publicité pour la France et pour le luxe à la française. Ça aussi, c'est une publicité. Tout le gens regarde, ah, comment on fait pour devenir riche et tout. On regarde les hommes les plus riches du monde, on voit, bah, ah tiens, lui il fait quoi, lui il fait quoi, lui il fait quoi, lui il fait quoi. Et ben, quand CZ il va rentrer, ou que ça soit CZ ou un autre, on s'en fiche, mais quand il y aura quelqu'un dans la crypto qui va rentrer là-dedans, et ben là, ce sera cool. Et là, je vois, il y a un commentaire qui est très intéressant et qui dit Haribo Dot, donc Haribo, salut à toi, hein. Toi aussi tu mériterais un diamant sur Twitch. Et il me dit les oligarques russes ne sont pas affichés. Et effectivement, alors du coup, moi je sais pas combien sont les oligarques russes, mais à mon avis, effectivement, ils doivent avoir aussi pas mal de milliards. Est-ce qu'ils sont dans le classement? T'es sûr qu'ils sont pas affichés? Moi, j'en avais vu, par exemple, le PDG de Gazprom. Enfin, pas le PDG, mais un des plus gros actionnaires de Gazprom. Il était dans le classement, mais pas dans le top 10, mais pas loin. Et s'il n'y a pas les oligarques russes, de toute façon, ça veut dire que le classement, soit on ne connaît pas réellement la valeur de leur richesse, ou soit le classement, il est sur certains pays. Mais en tout cas, là, on va avoir un Chinois. Donc, si on a un Chinois, on peut très bien avoir des Russes, etc. Enfin bref. Du coup, si les oligarques russes ne sont pas affichés, bah, ça serait intéressant d'avoir le même classement avec aussi les oligarques russes. Sinon, du coup, pour rester dans la même veine des news, donc là, on a les hommes les plus riches du monde. Et là, on a une news qui date d'aujourd'hui, et c'est un investisseur légendaire. Bon, là, c'est pas moi qui le dis, hein. Crypto News, je sais pas si c'est un investisseur légendaire, moi je connaissais pas, mais Bill Miller. Bill Miller, donc c'est un milliardaire qui gère, il fait de la gestion d'actifs, donc il gère des fonds. Et lui, il a mis 50% de sa propre monnaie, donc des milliards, hein, c'est des milliards, dans le BTC et des altcoins, ok? Donc c'est dommage, il aurait dû dire lesquels. Si possible, s'il aurait pu acheter les coins là où je suis, et bientôt je vous dirai lesquels, ça serait cool. Mais au moins pour l'instant, il a déjà dit qu'il a acheté du BTC. Pardon. Et il ne le fait pas sur n'importe quel niveau, donc je vais traduire en français. J'en ai acheté en 2014. Bon bah déjà, il est bien. J'en ai acheté en 2014 et j'en ai acheté un peu plus au fil du temps. Et c'est devenu 500 USD. Bon là, la traduction est mal faite. Ensuite, j'ai arrêté d'en acheter. Et je ne l'ai pas acheté pendant des années jusqu'au printemps 2021. Donc le printemps 2021, là, il a acheté à peu près sur les sommets. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Et il a atteint un prix élevé de 66 000 dollars. Puis en 4 semaines, il a diminué de moitié. Selon Miller, il a commencé à racheter du BTC à 30 000 dollars. Son raisonnement étant qu'il y a beaucoup plus de gens qui l'utilisent et il y a beaucoup plus d'argent provenant du monde du capital risque. Et là, moi, j'avais lu un complément d'article qui disait que là, il venait aussi d'en racheter dans les 40 000. Donc, si les gros investisseurs et les milliardaires ils achètent dans les 40 000, c'est toujours positif. Et comme il dit, c'est la masse de flux de personnes qui viennent du capital risque, qui eux, ils investissent dans les futurs, dans les ETF, et que donc les prix ne se retrouvent pas, et un jour ils s'y retrouveront. Et en fait, ils voient que les flux ils arrivent, et donc, comme il y a une utilisation dans l'industrie combinée à des flux financiers qui arrivent, les gros investisseurs estiment que ça vaut le coup. Je trouve que ça c'est bien de pouvoir le dire, et surtout, on ne savait pas, mais un milliardaire injecte 50% de ses fonds personnels, c'est énorme quoi. C'est 50%. Même moi j'ai... moi j'ai peut-être 50% de mes fonds personnels dans la crypto, mais qu'un milliardaire dit ça, c'est incroyable. Parce qu'en général, les milliardaires, quand ils investissent dans les crypto-assets, dans les actifs, les digital assets, dans les actifs digitaux, eux, ils disent, on met 1% ou 2%, ou si vraiment on prend énormément de risques, on met 5%. Mais lui, Bill Miller, il dit, j'injecte 50% de mes fonds. C'est massif, massif, massif. Ensuite, j'ai une news que j'ai vue, et vous l'avez peut-être vu passer. Et là, c'est Disneyland. Donc, c'est Disney Enterprise. Ils ont déposé un brevet sur une technologie simulateur de monde virtuel. Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que là, l'article, il est balèze et je vous avoue, j'ai pas tout lu, mais en fait, ils veulent rentrer dans la métaverse. Mais, alors, ça, ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est pas nouveau. Que Euro Disney veulent rentrer dans la métaverse, etc.,
ça fait déjà longtemps et c'était déjà les premiers avant même que Mark Zuckerberg avec Meta fasse l'annonce. Donc Disney, faut remettre à César ce qui est à César. Ils viennent pas de se réveiller. Ça, c'est totalement faux parce qu'on a vu des trucs sur Twitter. Ouais, ça y est, même Disney s'y met et tout. Sauf que Disney, ça fait longtemps qu'ils veulent s'y mettre. Et eux, et ça, je trouve que Disney dans la métaverse, ça, c'est du lourd parce que Disney dans la métaverse, mettez-vous à la place d'un centre mettez-vous à la place de Disney, propriétaire d'un parc d'attractions. Donc dans la métaverse, on peut jouer, on peut s'amuser, etc. Mais en fait, quand vous, donc métaverse, c'est les casques, hein, les casques, les personnes qui mettent des casques, enfin comme il dit, selon la conception de Mark Zuckerberg et de Meta et tout ça. Et en fait, les casques pour Euro Disney, c'est très important parce qu'en fait, ça existe déjà. Moi, j'étais en voyage un jour, alors je raconte ma life, hein, mais j'étais en voyage un jour en Slovaquie pour l'anniversaire d'un pote. D'ailleurs, je crois qu'il est dans le chat. Salut à toi, si tu te reconnais. Et du coup, on avait été là-bas et j'ai tombé par hasard dans une boutique. Et en fait, donc je suis rentré dans la boutique avec mes potes et tout. Et en fait, c'était des trucs. Et il y avait écrit sur la devanture de la boutique, il y avait écrit 7D. Donc là, c'était plus la 2D, la 3D. Non, là, c'était 7D. J'ai dit, tiens, c'est bizarre et tout. Je suis rentré dedans. Et en fait, vous savez, vous mettez un masque et en fait, vous asseyez sur un gros fauteuil qui bouge dans tous les sens, à gauche, à droite, et il y a un peu de vent et tout. Et en fait, le gars, il me dit, en anglais, il me dit, ouais, choisissez le thème que vous voulez. Et moi, j'avais mis un truc de parc d'attractions, un manège roller coaster et tout. Et je suis rentré dans le truc. Et ça fait des loopings, tu te retrouves la tête en arrière et tout. Mais franchement, dans un truc comme ça, mais quand j'ai enlevé le casque, j'étais en sueur. Et j'étais en sueur, mais c'est impressionnant. Hein. Ça donne des sensations, quoi. Alors pourtant, on est sur un canapé qui bouge, quoi. Mais en fait, la métaverse, pour les parcs d'attractions, en fait, c'est un truc qui peut leur permettre de fluidifier et d'apporter des nouvelles pierres dans leurs affaires, dans leur business. Parce que là, Disney, à la limite, on s'en fiche de Disney, mais les parcs d'attractions, les casques dans la métaverse, pour eux, c'est tout bénef. Parce que déjà, il y a tout l'aspect où on peut acheter des trucs dans la métaverse, des terrains et tout. Mais en fait, il y a aussi les sensations que ça donne. Et du coup, on va peut-être pouvoir payer dans la métaverse, j'en sais rien, mais moi, je mets mon casque, j'achète je sais pas comment ça va marcher, hein, mais j'achète un outil et je paye 2 dollars en BTC, si possible. Je paye 2 dollars et je fais l'attraction qu'ils proposent. Et ça peut être super bien. Et ça fait longtemps qu'ils ont prévu de le faire. Et ils ont investi beaucoup. Là, par exemple, on voit que ils ont apporté 3 milliards de dollars, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ont prévues, Disney, et ça fait longtemps qu'ils ont prévu de le faire. Et je pense qu'ils vont apporter parce que là, ils vont apporter une nouvelle technologie. Mais du coup, la nouvelle technologie, je pense que ça va être très intéressant ce que fait Disney. Et Disney, il faudra suivre ce qu'ils font, même si des fois, franchement, moi, je suis un peu comme tout le monde. Hein. Quand je vois sur Twitter, on me parle de métaverse, c'est un peu pompeux, quoi. C'est un peu le truc, on parle de métaverse pour vendre de la métaverse. Enfin, c'est un peu fatigant à force. Ouais, métaverse, c'est bon, on a compris. La hype, il y a de la monnaie dedans, mais là, l'expérience utilisateur qu'ils vont apporter, là, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant pour Disney, principalement. Et surtout que ça fait longtemps qu'ils sont dessus et que eux, ils ont investi fort, un peu comme Meta, mais eux, c'est dans leur domaine. Mais Disney dans les parcs d'attractions et tout, là, ça peut être intéressant. Alors, je lis une question. Romain Tracol. La question, c'est de savoir si tous les métaverses vont utiliser la blockchain. C'est pas encore le cas, c'est vrai. Burek Lich. Il y a déjà un truc pour améliorer certaines attractions. Chez Europa Park, tu portes un casque dans le train de la mine, il faut payer un supplément. Ouais, alors là, c'est encore différent parce que là, c'est la métaverse dans le real world, dans le monde réel. Donc là, c'est encore différent. Parce que là, du coup, c'est un peu dommage. Parce que, voilà, enfin, c'est un avis perso. Hein. Je réponds juste, je donne un avis sur le commentaire, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que tu mets un casque sur une attraction réelle. Là, c'est un peu dommage. Là, si je suis là tranquille, sur mon canapé, je mets
un masque avec, je sais pas moi, un ventilateur qui est contrôlé par la blockchain ou autre, là je trouve que c'est intéressant. Parce que du coup, tu sacrifies ton expérience réelle au profit du casque que tu mets dans le train de la mine et tout. Honnêtement, là je dis ça d'un point de vue extérieur. Mais je le testerai si c'est testable. Je pense que tout le monde devrait le tester. Et après, se faire un avis. C'est comme tout, en fait, on ne peut pas juger sans avoir testé. Bon, bref, peu importe. Maintenant, je vais vous parler des blockchains. Et des blockchains Arbitrum. Donc là, c'est un layer 2. Donc Arbitrum, c'est le layer 2 sur Ethereum. Donc si vous savez pas ce que c'est un layer 2 sur Ethereum, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait hier sur YouTube. Et vous saurez ce que c'est un layer 2 sur Ethereum. Vous saurez ce que c'est un bridge. Vous saurez tout, en fait. Là, je vais juste vous parler d'un constat et je ne donnerai pas mon avis. C'est juste un constat sur Arbitrum, sur Solana et sur Polygon. Donc, Arbitrum Layer 2 sur Ethereum qui nous dit, et ça c'était hier, We are currently experiencing sequencer. En gros, voilà, nous connaissons, on va la faire en français, nous connaissons actuellement des temps d'arrêt du séquenceur. Merci de votre patience pendant que nous travaillons à sa restauration. Donc Arbitrum, c'est down. Okay, donc le layer 1, donc c'est Ethereum qui coûte une fortune pour faire des transactions. Ethereum, ça fonctionne bien. C'est jamais down. Et ça, c'est bien parce que Ethereum, il prouve sa robustesse au fur et à mesure du temps. Et Ethereum, c'est ultra résilient, tout comme le BTC d'ailleurs. C'est les blockchains les plus résilientes, BTC et ETH, et magnifique parce que même quand c'est engorgé et que ça va au-delà des capacités de la blockchain et tout, et ben ça fonctionne quand même. Alors, il faut augmenter les frais pour que la transaction passe, mais ça passe. Alors que là, les layer 2, là, c'est down. Ok. Je suis désolé, c'est un constat, mais il y a écrit merci de votre patience pendant que nous travaillons à sa restauration. Funds are safe, ça fait funds are safe comme dirait le CZ, mais tous les fonds du système sont en sécurité, nous publierons une mise à jour. Donc, alors pourquoi c'est down? En fait, la principale raison de pourquoi c'est down, c'est les play to earn. En fait, les play to earn, vous jouez à des jeux sur la blockchain. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un appel à toute la communauté qui me regarde ou sur le chat sur Twitch, ou plus tard ceux qui regarderont la vidéo, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. J'aimerais bien connaître votre avis. Selon vous, quel est le meilleur play to earn? Parce qu'en fait, j'aimerais bien en tester un et en faire l'analyse qui, selon la communauté, donc selon vous, selon vous, quel est le meilleur play to earn? Et on fait l'analyse complète, team, projet, token metrics, pour voir comment ça fonctionne. Mais là, en tout cas, le phénomène des play to earn qui envoie des transactions et des transactions et des transactions et des transactions, ça fait bugger les layers 2. Et pourtant, les layers 2, ils sont capables d'accepter des transactions par milliers. Donc ça veut dire que même le layer 2 est down, et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Alors, il y a Starknet qui, lui, fonctionne mieux et qui pourra traiter plus de transactions que Arbitrum ou que Optimism, mais en même temps, c'est un peu différent parce que lui, il sera plus dans un premier temps pour les NFT et les autres, c'est plus pour des transactions, des TX, pour appliquer des contrats, pour faire l'application des smart contracts. Et du coup, là, les layers 2 sont down. Donc ça, c'est très inquiétant. Enfin, les layers 2 sont down. Là, je parle de Arbitrum. Polygon, c'est pareil. Alors, ou c'est down, ou c'est extrêmement ralenti. On avait eu à l'époque Avax aussi, qui était complètement à la ramasse. Mais là, on a du coup les layers 2, Polygon et Arbitrum, qui sont ou down, ou extrêmement ralentis, et qui donc ne fonctionnent plus. Et si vous envoyez des transactions sur ces blockchains layer 2, faites gaffe, parce que vous pouvez avoir des blocages et après vous pouvez vous retrouver avec vos fonds qui sont bloqués jusqu'à temps que la transaction se débloque. Alors, les fonds sont en sécurité, hein. C'est juste que quand vous avez des journées comme aujourd'hui où que le BTC il vous fait un flash crash flash crash au sud pour revenir après au nord, et d'ailleurs là il est encore en train de repartir au sud, bah en fait, et que vous voulez sortir, bah, vous pouvez pas sortir. Donc on a Polygon et Arbitrum qui sont extrêmement engorgés et qui du coup ont des difficultés.
Et on a Solana, pareil, une fois. Alors Solana, ça commence à devenir quand même assez fréquent. Moi, je trouve ça inquiétant, mais Solana est un mainnet bêta. Donc tiens, d'ailleurs, je vois, il y a Miel dans le chat. Et en parallèle, il y a Miel dans les commentaires. Bah tiens, je vois que... Bah oui, tu m'avais tagué. Donc merci Miel. Et du coup, tiens, bah, je vais lire le truc. Polygon down. Oh ouais, Polygon down. Donc Polygon, Matic, hein, c'est Matic. C'est quand même pas rien. C'est ou down ou extrêmement ralenti. Et moi, j'ai des messages de personnes qui m'envoient en privé. Ouais, s'il te plaît, tu peux m'aider sur Polygon. Mais moi, je suis pas sur Polygon. Donc je veux bien vous aider avec plaisir. Mais si c'est la transaction, elle est stuck, elle est bloquée, bah, vous êtes bloqué. Il faut attendre que la blockchain se débloque. Et donc sur Solana, c'est pareil. Donc le réseau Solana connaît actuellement des performances dégradées en raison d'une augmentation des transactions de calcul élevées. Donc là, pourquoi c'est NFT plus Play to Earn? Bah, c'est normal. Plus on a des transactions et plus les blockchains Layer 1 ont du mal à fonctionner. Ce qui réduit la capacité du réseau à plusieurs milliers de transactions par seconde. Alors, là, c'est Solana qui parle, hein, mais dans Solana, il y a transactions. Ben, je vous l'avais déjà dit dans la chaîne et j'ai fait une analyse complète de Solana sur ma chaîne Nono Digital Asset sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description et la vidéo là. Et je vous la mettrai. Et du coup, comme ça, vous saurez de quoi je parle. Mais en fait, il y a des vraies transactions et des fausses transactions. Et Solana, il y a un peu de marketing et aussi du vrai. Mais du coup, cela conduit à des échecs de transactions pour les utilisateurs. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous passez une transaction sur Solana et vous avez un échec. Sauf que la galère, c'est que l'échec, il ne vient pas forcément tout de suite. Il vient après. Donc soit ça met du temps, ou soit il y a un échec et vous êtes un peu comme des idiots si ça arrive. Enfin, on est un peu comme des idiots si ça arrive. Et du coup, ben, moi, je n'utilise pas Solana non plus. Donc je ne peux pas trop vous dire. Mais en tout cas, on a les 3 blockchains qui sont down, Arbitrum, Polygon et Solana. Et Solana, c'est fréquent, c'est quand même fréquent. Donc, moi, je ne mettrais pas beaucoup de fonds dans la DeFi sur Solana. Ça fait quand même. Enfin, moi, ça me fait flipper. Quand je vois ça et qu'il y a des problèmes tous les mois, c'est un peu flippant. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à scale. Alors, c'est un mainnet bêta. Hein. C'est un mainnet bêta. Peut-être que la bêta, ils vont l'améliorer avec le temps. Et j'espère que ça sera le cas. Et du coup, ils expliquent. Je vous mettrai un article un peu plus tard dans la description, mais il y a un article qui explique pourquoi, comment, etc. Et que c'est pas très grave et que c'est déjà arrivé plusieurs fois, etc. Bah, on peut le lire, on va le lire ensemble. La performance dégradée continue de Solana. Les conversations autour des problèmes du réseau de Solana se poursuivent depuis le début de l'année. Bon, là, depuis le début de l'année, l'article a été publié là, 7 janvier, mais c'est même depuis le milieu de l'année dernière. Hein. Ça fait longtemps que Solana a des problèmes de scalabilité pour une blockchain qui est censée être Ethereum killer. Parce que là, Solana, eux, ils apportent rien sur l'interopérabilité, ils apportent rien en plus de spécifique. C'est juste un Ethereum killer avec plus de transactions par seconde, comme l'était la BSC à son apogée avant. Et du coup, en fait, c'est l'Ethereum killer engorgé. Donc, vous voyez, c'est un peu le truc. C'est une attaque DDoS. Sur Solana, c'est pas très grave, mais bon, 4 problèmes en un an, exactement. The Real PMV, là je lis sur Twitch. Dans la DeFi, au final, Avalanche tient le coup. Bah, en fait, Avalanche, ils ont eu exactement le même problème, c'est ce que je disais avant. Avalanche a eu strictement le même problème. Blockchain engorgé, frais du réseau qui est monté à 80 $ hein, sur Avax. Donc, pareil, Ethereum killer. Parce qu'en fait, ça, c'est pas moi qui les appelle comme ça. Hein. Ils s'autoproclament Ethereum killer ou on les appelle Ethereum killer. Et en fait, les Ethereum killers qui sont killés. Donc, en fait, le truc, c'est que on finit la lecture de l'article. Donc, en général, Solana est capable, selon le marketing, de traiter 50 000 transactions par seconde. Donc, moi, je vous dis juste que je vous l'avais déjà dit, mais dans les 50 000, il y en a 80% qui sont des transactions internes. Donc, en fait, il y a vraies transactions et transactions internes. Mais ça, peu importe à la limite.
Suite au ralentissement, l'augmentation de transactions de calcul élevée conduit à une réduction de la capacité du réseau. Ah oui, donc du coup, plus il y a de transactions, et moins le réseau il arrive à suivre. Donc c'est ce qui se dit, bah, ça c'est oui, bah, c'est comme toutes les blockchains. Ceci à son tour conduit à l'échec de certaines transactions pour les utilisateurs. Donc vu qu'il y a beaucoup de flux, et ben le réseau il n'y arrive plus et donc ça annule vos transactions. La fondation Solana, d'autre part, n'a pas encore divulgué de détails à ce sujet. Pendant ce temps, les performances du réseau peuvent ne pas avoir d'impact direct sur le jeton natif. Les performances du réseau peuvent ne pas avoir d'impact. Oui, bah ça oui, ok, mais le prix du sol a baissé de plus de 5% au cours des dernières 24 heures, etc. Mais le prix, j'ai du mal à croire que ça soit lié à la blockchain. Si le prix baisse, c'est parce que le BTC baisse, tout baisse. D'ailleurs, on est sur des zones où le Solana, il commence à arriver sur des zones de support à 130$, etc. Ceux qui aiment bien Solana, ils peuvent à ces moments-là. Parce que acheter du Solana à 220$, je l'avais dit que c'était du grand n'importe quoi. Acheter du Solana à 130, tout de suite, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Bah, je le ferai pas, hein, mais pour ceux qui sont intéressés, oui, là, ça pourrait être déjà plus intéressant. Mais ça c'est pas lié au truc, mais bon, bref. Il est important de comprendre que les ralentissements des réseaux blockchain ne sont pas nouveaux. Ok, ça c'est ce qu'on vient de dire. Mais le fait que Solana, alias Ethereum Killer, ait subi de multiples ralentissements au cours des 6 derniers mois seulement a préoccupé beaucoup de membres de la communauté. Oui, c'est très préoccupant, exactement. Et ça c'est vrai, si vous êtes un gros investisseur, vous voulez mettre vos fonds sur la blockchain Solana et vous voyez qu'il y a des problèmes à répétition comme ça, je pense que ça va bien se passer, hein. Mais c'est quand même très inquiétant. Voilà, je pense que c'est normal, quoi. C'est du bon sens paysan. Si vous voyez qu'il y a une blockchain qui a beaucoup de problèmes, bah, c'est très inquiétant. Et je vais finir par une news qui est, elle, très importante, c'est N26, la néobanque digitale, donc N26, qui se lance dans la crypto. Et bon, là, j'ai lu l'article, je vous fais grosso modo le truc, et après, je ferai quelques questions. Mais en gros, en fait, le N26, il s'était focalisé. Alors, son concurrent, c'est Revolut. Et Revolut, ils sont beaucoup plus en avance qu'eux là-dessus. Mais N26, c'est quand même une grosse banque qui pèse 7,8 milliards d'euros. Et en fait, eux, leur stratégie, ça a été de s'implanter dans un maximum de pays dans le monde. Mais en fait, ils se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être pas la bonne idée. Et que finalement, en Europe, ils sont déjà une grosse part du marché. Et que du coup, au lieu d'aller un peu partout à gauche à droite et d'avoir toujours plus de clients, ben en fait, ils se sont dit que finalement, pour eux, ça pourrait être intéressant d'explorer des nouveaux marchés. Et les nouveaux marchés, c'est quoi? C'est la crypto. Et donc, on a N26 qui va proposer son service de crypto, d'exchange, etc. Et donc, vous allez pouvoir swapper des euros en BTC ou d'autres très rapidement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est positif pour les crypto actifs et pour les crypto assets. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y aura une accessibilité encore facilitée par des acteurs comme ça, N26. Même s'ils sont un peu en retard sur Revolut, bah, au moins ils se mettent à la page. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est positif. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche si vous êtes nouveau. Sinon, je vous remercie. On est dispo sur Twitch comme vous pouvez le voir. La vidéo sur YouTube va s'arrêter. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Je suis dispo sur Twitter et sur Twitch, lien dans la description, et sur Instagram, mais Instagram, je l'ai un peu délaissé. La vidéo est terminée, mais nous, on continue sur Twitch. On se pose quelques petites questions et tout ça. Et je dis au revoir YouTube, et nous, on continue. La vidéo est terminée. Donc là, on va lire quelques questions.